Un autre type d'aides visuelles qui sont importantes de connaître, éventuellement d'utiliser avec les enfants avec lesquels on travaille, c'est des schémas d'activité. Alors quand on parle de schémas d'activité, on est un petit peu entre l'emploi du temps visuel et l'économie de jetons. L'idée du schéma d'activité, c'est de représenter visuellement les activités qu'on va devoir réaliser. Donc juste l'activité, pas tous les comportements reliés à cette activité, mais juste l'activité, donc l'activité pâte à modeler, l'activité graphisme, l'atelier maths, l'atelier, etc. Représenter ces séquences-là d'activités avec le renforçateur qui arrive à la fin de l'activité, des activités, pardon. Alors, certains exemples de schémas d'activité, on pourrait imaginer voilà, quelque chose qui représente visuellement cette séquence d'activités qu'on va devoir faire, attacher son sac à dos, aller aux toilettes, prendre le crayon et le tailler, prendre son papier, faire les activités de travail, etc., etc., avec à la fin l'arrivée du renforçateur qui peut être une pause, qui peut être le droit d'aller dans le coin lecture, etc. Donc ce que je disais, on est vraiment entre entre l'emploi du temps et l'économie de jetons, dans le sens où tous les comportements ne sont pas spécifiés. Quand on parle d'utiliser les toilettes, ça peut être plein de choses. Ça peut être ouvrir la porte, aller, s'asseoir, baisser le pantalon, s'asseoir, faire aux toilettes, etc., etc. Donc on ne spécifie pas tous les comportements, on spécifie juste les activités. Et à la fin de chaque activité, eh ben là, on obtient quelque part, c'est un peu comme un jeton. Dans ce cas-là, c'est un jeton, une petite pièce. Ou alors, dans d'autres cas, on peut imaginer qu'à la fin de l'activité, on enlève l'activité et puis on la met de côté. Comme ça, on voit les choses qui avancent au fur et à mesure. C'est ce qu'on aurait dans ce deuxième exemple. D'abord, on compte, après on a l'activité lecture, l'activité écriture, l'activité découpage, l'activité image, travail avec les images, etc. Encore plein, jusqu'à la fin, l'arrivée des renforçateurs. Et donc là, on pourrait imaginer à chaque activité finie, on l'enlève et on la range quelque part, comme ça l'enfant voit que le travail avance. Un autre type d'aides visuelles qui sont là très 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 connus, tout ce qui va être les minuteurs et les timers, c'est les plus connus des aides visuelles et qui sont utilisées évidemment pas que pour les personnes avec autisme, hein, maintenant dans plein de classes de maternelle. On peut trouver des enseignants qui ont installé des minuteurs très visuels pour aider les enfants de maternelle à voir le temps qui leur reste avant l'arrivée par exemple de la récréation, ou à voir le temps qui leur reste pour finir l'activité. Donc ces aides visuelles, elles peuvent aider à ces deux choses, représenter le temps qui reste avant l'arrivée de quelque chose ou le temps qui reste avant la fin de quelque chose. Il faut qu'on ait bien en tête que ces aides visuelles, on peut les utiliser dans ces deux cas, parce que sinon ça va poser certains problèmes. Je vais y revenir dans quelques instants. Nos aides visuelles, elles doivent être utilisées à la fois pour indiquer le début d'un événement plaisant. Ça, c'est quand on commence à mettre en place des aides visuelles. Moi, je vous conseille de passer par cette étape-là. C'est le timer, le minuteur. Il aide l'enfant avec autisme à repérer à quel moment, dans combien de temps, l'événement plaisant, alors je ne sais pas, la télé, l'iPad, le goûter, dans combien de temps ça va arriver. Donc ça indique à l'enfant
que le timer, quelque part, c'est quelque chose de positif, d'intéressant, parce que ça lui indique à quel moment quelque chose de sympa va arriver. La deuxième façon d'utiliser le timer, donc là je les ai listés dans l'ordre dans lequel on devrait travailler ça avec les enfants. La deuxième façon d'utiliser le timer, c'est qu'il soit utilisé pour indiquer la fin d'un événement déplaisant. À quel moment l'événement déplaisant ou moyennement plaisant, par exemple, je sais pas, le bain pour un enfant qui n'aime pas trop prendre le bain, ou le travail pour un enfant qui n'aime pas trop travailler à table, à quel moment ça va s'arrêter. Et comme ça, on indique bien à l'enfant le temps qui lui reste avant quelque chose d'agréable, ce quelque chose d'agréable étant la fin de l'événement déplaisant. Ça, c'est les deux premières façons d'utiliser le timer. Et en fait, ce que j'indiquais, c'est que ça va permettre à l'enfant de bien comprendre l'utilité, qu'est-ce que ça a de bénéfique pour lui d'utiliser ce timer. Ensuite, il faut qu'on pourrait utiliser ce timer pour indiquer à l'enfant à quel moment l'événement plaisant, par exemple regarder son dessin animé favori ou utiliser l'iPad, à quel moment cet événement va s'arrêter. Donc là, c'est quelque chose qui est moins agréable pour l'enfant. On ne peut pas s'attendre à ce que l'enfant il soit content d'arrêter son dessin animé ou qu'il soit content de fermer la tablette, d'éteindre la tablette. Très souvent, c'est une erreur qui est faite avec l'utilisation des timers, c'est qu'on commence par ça. On commence par utiliser le timer pour indiquer à l'enfant la fin de l'événement plaisant, de quelque chose qu'il aime bien. Donc il vaut mieux commencer par les étapes précédentes pour que l'enfant comprenne l'utilité du timer avant d'en arriver là. Sinon, si on commence directement par là, qu'est-ce qui risque de se passer? L'enfant comprend que le timer, c'est quelque chose qui est lié à des contraintes, qui est lié à une diminution de ce qu'il aime, une diminution même de sa qualité de vie sur le moment parce qu'on va lui retirer quelque chose. Il va faire le lien timer et événement que j'apprécie pas. Donc le timer risque de le prendre comme quelque chose de très désagréable. Et la dernière façon d'utiliser les timers, ça serait que le timer soit utilisé pour indiquer le début d'un événement déplaisant. Exemple, dans 10 minutes, on va partir chez le médecin, si l'enfant n'aime pas aller chez le médecin. Donc, là, c'est indiquer à l'enfant que quelque chose va se passer, quelque chose de désagréable pour lui. C'est important qu'il puisse le savoir, mais évidemment, ce n'est pas là-dessus qu'il faut qu'on commence quand on va utiliser un timer. Différents exemples de timers, évidemment tout ce qui va être timers digitaux. On peut imaginer ces timers-là plus que bien connus qui se déclinent sous forme du super gros timer, du moyen timer, du petit timer, le timer qui sonne, le timer qui sonne pas, éventuellement des applications sur ordinateur, sur PC, sur Mac, des montres, quelque chose de très visuel, quelque chose de vraiment très intéressant pour les personnes avec autisme. Et puis après, on peut imaginer toute la variété des timers, des minuteurs de cuisine qui peuvent servir exactement à la même chose que ces autres types de timers. Quelques autres outils pour aider les enfants avec autisme à s'engager dans les comportements et puis à pouvoir se projeter et puis à pouvoir faire des apprentissages. C'est ce qu'on appelle les aides visuelles qui représentent des séquences de comportement, c'est-à-dire qu'on aurait une tâche complète à réaliser
qui est décomposé en petites sous-unités, par exemple se laver les mains, et c'est toutes ces sous-unités qu'on va décomposer en petites tâches. On va les représenter les unes après les autres, donc dans l'ordre dans lequel on doit se laver les mains, parce qu'évidemment, on ne va pas se rincer les mains avant d'avoir fait toute la séquence du lavage, on ne va pas s'essuyer les mains avant de les avoir lavées, donc il faut qu'on puisse représenter un ordre temporel. C'est des aides qui aident à l'acquisition de ces comportements d'autonomie. Si possible, il faudrait qu'elle puisse être diminuée, qu'elle puisse être estompée, supprimée au fur et à mesure. Mais on sait très bien que pour certains enfants, adolescents, adultes, au niveau du traitement cognitif, les possibilités ne seront pas suffisantes pour pouvoir se souvenir de toutes ces étapes-là. Donc dans certains cas, les aides visuelles sur les séquences de comportement peuvent rester là en permanence. Elles doivent bien sûr être adaptées à l'enfant, comme on disait tout à l'heure pour les emplois du temps visuel. Est-ce qu'on va utiliser des photos, des pictogrammes, des aides écrites? Tout ça, on doit l'adapter au niveau de l'enfant et si possible, on les estompe. Juste 2 exemples de ce type d'outils. Si on parle de se laver les dents, eh bien voilà, on a la séquence qui est représentée visuellement. 1, je mouille la brosse à dents. 2, je mets le dentifrice. 3, je brosse les dents. Et évidemment, on pourrait détailler encore plus. Mettre le dentifrice, eh ben, on pourrait détailler ça en je débouche, j'appuie sur le dentifrice, je rebouche, je mets. Frotter les dents, on pourrait détailler ça aussi encore plus. D'abord à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Un autre exemple sur ce que je disais, se laver les mains, ouvrir le robinet, se mouiller les mains, etc. On détaille toute la séquence que l'enfant va devoir suivre et on va lui apprendre à suivre cette séquence.